La poliomyélite de type 2. On en est déjà à 7 cas de ce variant à la peau dure. La minuscule bête continue de donner des céphalées au programme élargi de vaccination PEV et ses partenaires. Face à la flambée épidémiologique, selon des échantillons de surveillance environnementale dans le centre, on reste circonspect dans le sud, la région sanitaire voisine. Au vu des résultats du tour 1, nous avons constaté que sur le plan communicationnel, les objectifs n'étaient pas atteints. Donc il est question pour nous, avec toutes les parties prenantes, surtout les médias, de pouvoir booster pour le tour 2 les données de communication pour atteindre au moins 95%. Ici en briefing, à la délégation régionale de la santé publique, des journalistes autour du PEV pour évaluer les manquements de la dernière campagne et poser des jalons amélioratifs. D'autres façons de communiquer innovantes, nouvelles et peut-être très proches qui sont véritablement, qui font preuve de proximité dans le langage pour qu'on puisse armer et fédérer toutes les familles, tous les parents autour de la vaccination. L'atteinte de l'immunité collective passe indubitablement par une conjugaison d'efforts, dont celui de l'enrôlement à la couverture santé universelle. La vaccination contre la poliomyélite concerne les enfants de 0 à 5 ans, qui est une cible de la couverture santé universelle. Donc les journalistes passent cette information-là et que les parents soient suffisamment sensibilisés. La recommandation est donnée aux journalistes d'atteindre l'objectif de 95% de parents informés avant la campagne de vaccination Tour 2 de riposte à l'épidémie, annoncée du 1er au 5 novembre 2023. Sur le site d'exposition des produits cosmétiques. Ce savon, par exemple, est fait à base d'huile d'avocat, de cacao, papaye et du miel. À côté, ce sont des gâteaux réalisés à base de farine de manioc. Plus loin, des meubles en rotin et bambou bien tissés par des vanniers. J'avais vu mon état, j'ai vu que je ne peux pas me mettre à déranger les gens. Donc, il faut faire quelque chose pour moi-même, pour que je trouve mon pain quotidien. Nous, ma soeur et moi, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'on a vu que dans notre département, il y a des gens qui ne consomment pas bio, nos propres produits. Je suis venue présenter les farines de manioc parce qu'à ce moment, nous avons une unité de transformation artisanale de farine de manioc. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est valoriser le manioc localement. Des artisans venus des différents arrondissements de la Léquié, 16 ont reçu des distinctions. Ils représenteront le département à la prochaine édition du salon régional pour le centre. Je me réjouis de ce que j'ai pu constater, de tout le génie créateur dont font montre les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes en zone rurale comme en milieu urbain pour pouvoir valoriser nos produits locaux. Nous avons vu beaucoup d'innovations, beaucoup de techniques mises en œuvre pour améliorer la qualité de nos produits agricoles. Tous les artisans ont été invités à s'inscrire dans leurs communes respectives pour une meilleure mise en œuvre de leurs activités. Avec la persistance de l'insécurité liée aux incursions des terroristes du groupe Boko Haram, au phénomène de prise d'otages, de vol de bétail, d'agressions nocturnes et de vols, les mototaximens sont régulièrement accusés de faire partie de ce lot de malfrats dans le département du Mayo-Tchanaga. De nombreux bandits de grands chemins se cachent généralement au sein de l'activité de transport par mototaxi pour commettre de sales besognes. La cote d'alerte étant déjà atteinte, le préfet du Mayo-Tchanaga a décidé de voir clair dans cette activité et de positionner chacun devant ses responsabilités. C'est dans cette optique que le préfet Richard Marcel Tamliken a réuni tous les mototaximens, les responsables en charge du transport, les maires et les sous-préfets le 19 octobre dernier à Mokolo, au cours d'un séminaire de sensibilisation pour clarifier les modalités d'exercice de l'activité de transport par mototaxi, les pièces exigibles lors des contrôles, leurs obligations vis-à-vis des collectivités territoriales décentralisées et autres commodités. La présentation d'une carte nationale d'identité, la présentation d'un permis de conduire, l'immatriculation de leur engin motorisé, l'affiliation à un syndicat, l'association de mototaxi, mais beaucoup plus, l'identification au sein des communes, n'est-ce pas, de ces mototaxis qui doivent arborer tous un gilet. Le chef de terre
a reconnu que les mototaximens mènent une activité sociale et économique qui permet de nourrir de nombreuses familles. C'est fort de ce constat qu'ils doivent se conformer à la réglementation en vigueur afin d'exercer leur métier en toute légalité et dans le respect de l'ordre public. Toute personne qui veut exercer dans les mototaxis doit s'enregistrer dans la commune. Actuellement, l'insécurité que traverse le Cameroun, la plus grande partie passe par ces mototaxis. Chacun doit avoir un seul gilet uniforme contrôlé par la commune. Que nous déjà avec notre choisible, il sait que ici c'est telle commune, c'est un Camerounais. Maintenant, c'est là, il faut identifier le client que nous avons sur la moto. Mais comme ils nous font dur, c'est normal que ces enfants prennent la brousse avec n'importe qui. Ils doivent également travailler en étroite collaboration avec les communes, les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre afin d'extirper de ce milieu de nombreux malfrats qui s'y glissent pour commettre des actes punis par la loi. La sensibilisation et l'identification des mototaximens ainsi amorcée le 19 octobre dernier va s'achever le 31 octobre prochain, puis suivra la phase répressive. Avec les unités de production de l'ACDO, les centrales de Djamboutou de l'ACDO et les centrales solaires de Guidère et de Maroua, les ménages de la Benue souffrent de moins en moins de coupures intempestives d'électricité. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de pénétration est encore faible côté région nord. Nous tournons autour de 29%. Et comme le réseau électrique, comme vous le savez, il y a le déficit souvent hydrologique avec le changement climatique. Voilà pourquoi il faut explorer d'autres sources d'énergie renouvelables. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'énergie, la délégation départementale de l'eau et de l'énergie de la Benue, au cours d'une table ronde, organise à cet effet, évoque un objectif de 80% de couverture énergétique en 2023. Je sors de là très satisfait parce que les différents acteurs ont à cœur ouvert évoqué les différents problèmes qui les préoccupent et ensemble on a essayé de formuler certaines recommandations que nous allons transmettre sous forme de doléances à la hiérarchie. Le département de la Benue et le reste de la région du Nord, plongés pendant plusieurs années dans une crise énergétique, semble retrouver progressivement la lumière. C'est une nouvelle opportunité qui s'offre au SDF de revenir aux affaires à la tête de la commune d'arrondissement de Djombe-Pendja. Le parti de Ninjon Fondi déclare sa candidature au poste de maire dans la dite commune en remplacement de René Manfo et son 4e adjoint Meda Chuente qui ont été destitués par vote d'une délibération du Conseil en date du 27 septembre 2023. Le 3 novembre prochain, les mêmes conseillers sont attendus aux urnes pour élire le nouveau maire et son 4e adjoint. Chez les partis politiques représentés dans le Conseil, le SDF et le MPCN ont déjà déclaré leur candidature. Nous allons postuler au poste de maire. Nous sommes en train de faire des consultations, ce qui sera connu le jour dit. Nous allons faire usage de notre expérience, de notre vécu, pour pouvoir aller à cette élection. Le MPCN compte sur la majorité absolue pour garder le mandat. Je vais d'abord remercier nos alliés, nos alliés d'à côté. C'est-à-dire que nos confrères qui ont vraiment œuvré pour qu'on arrive à ce niveau. Mais je pense qu'eux-mêmes sont conscients que c'est un mandat MPCN et ça restera un mandat MPCN. Côté RDPC, l'on reste serein en attendant les instructions de la hiérarchie du parti. Le RDPC a une façon de fonctionner. Le RDPC a un règlement. Nous ne sommes plus dans une histoire de parti politique ici. Là. C'est le groupe de 23 qui va désigner des candidats. Le 3e maire, après le décès de Paul-Éric Kingé, sera connu le 3 novembre prochain. Aura-t-il le profil recherché par les populations de cet arrondissement? En attendant, tous les projets de développement de cette commune sont au ralenti puisque jusqu'ici, le budget de l'année qui s'achève n'a pas toujours été voté.
12 équipes représentant les 42 villages du groupement photo à Tchonk prendront part à la 22e édition du tournoi des vétérans photo. Le lancement de cette saison sportive de football vétéran photo a lieu ce week-end au stade Sénagès de la ville universitaire du Tchonk. Le championnat en cœur et d'y croire que le championnat est un catalyseur de développement, que le championnat est un catalyseur de cohésion sociale, qu'ensemble nous réunissons pour pouvoir mener à bien nos objectifs. Parce que ce championnat, comme vous le constatez, réunit de jour en jour des milliers de photos. La mobilisation était tout azimut pour les filles et fils photos qui rivaliseront d'adresse et d'abnégation durant toute la saison à travers le fair play et la cohésion sociale pour un groupement toujours uni et indivisible. Et la manière dont le championnat a débuté témoigne déjà à suffisance la manière par laquelle cette saison va bien sûr très bien s'écouler. C'est vrai, l'année passée, tellement de choses ont été faites et par la suite, des choses ont commencé à se montrer aussi bien dans le sens positif. Cette année encore, nous pensons que nous allons encore faire mieux. Et parce que Cette 22e édition est sous le parrainage du chef supérieur photo qui s'illustre toujours en premier plan au développement socio-culturel de son peuple. Le sport étant un élément fédérateur et de rassemblement.